Bonjour à tous, aujourd'hui la rédaction vous propose une nouvelle émission et sans surprise, ça parlera d'auto et de moto. Chaque mois, l'équipe tentera de répondre à une question qui concerne la mobilité. Pas forcément douce la mobilité d'ailleurs. Non, on n'est pas très doux, nous. De toute façon, comme on n'est jamais d'accord, ça vous permettra de vous faire votre propre avis. Je suis pas d'accord. Il y a un truc sur lequel on est d'accord. Mais t'es pas d'accord ou t'es d'accord? Je suis pas d'accord d'être d'accord, de pas être d'accord, qu'il faut rouler celle-là, la Mégane RS Ultime. Bon, on va rouler. Donc moi je me dévoue. Ouais, non, c'est bon, j'y vais, t'inquiète pas, je suis à côté de la porte. Toujours le même. Renault Sport disparaît pour laisser les voitures sportives à Alpine. Et en plus, ça sera uniquement des voitures électriques. C'est une bonne nouvelle, ça? Ou pas trop? Et oui, Renault Sport, c'est fini. Une mauvaise nouvelle tant la marque a développé de modèles hors du commun. Pourtant, certains affirment que le blason RS n'avait plus d'avenir à cause des normes environnementales et du malus. Alors, bonne ou mauvaise nouvelle la fin de Renault Sport? Pour y répondre, essayons la dernière née de la lignée, la Mégane RS Ultime. Et voilà, c'est terminé, Renault Sport raccroche les gants, la firme aux losanges laisse le soin à Alpine de fabriquer des voitures de sport à présent. Et en plus de ça, ce seront des voitures électriques. C'est donc terminé le thermique. On a vécu des moments agréables, toi et moi. Voici la dernière Mégane RS, la RS Ultime. Bon, alors si vous connaissez déjà la Mégane RS normale, ce dont je ne doute pas puisque vous regardez une vidéo sur Automoto, vous remarquerez que cette ultime déclinaison se distingue par pas grand chose. Et non, pas grand chose à se mettre sous la dent, on a tout juste quelques stickers comme celui-ci qui part du capot jusqu'au toit, on a une plaque numérotée, il y a aussi quelques inserts noirs sur la lame F1 à l'avant ou aussi sur les côtés, le diffuseur arrière, le spoiler, bref, pas grand chose à se mettre sous la dent, c'est pas révolutionnaire et si vous êtes déçus, sachez que nous aussi. Même dans l'habitacle, on aurait aimé un peu plus de radicalité pour cette ultime série limitée à 1976 unités. Allez, on va pas bouder notre plaisir, on est quand même content de trouver pour la dernière fois cette présentation sportive tournée vers le pilote avec ce volant à jantes plates et surtout ces superbes sièges baquets Recaro couverts d'Alcantara, vraiment sublime. Renault n'a pas été chiche en dotant cette version ultime de toutes les options possibles ou presque, comme la sono Bose, l'instrumentation numérique 10 pouces, le régulateur de vitesse adaptatif, etc. En revanche, pas le choix pour la transmission, il faudra se contenter d'une boîte automatique à double embrayage EDC, en tout cas pour la France. Je sais que vous êtes déçus là aussi et je sens que plus on avance dans cette vidéo, plus vous vous dites qu'en fait elle n'est pas si radicale que ça, cette version ultime. En tout cas pas aussi radicale que ne pouvaient l'être les R26R ou encore la RS Trophy R. Et c'est vrai, sous le capot avant, on retrouve le brave 1,8 litre turbo qui développe toujours 300 chevaux, pas un cheval vapeur de plus que la Mégane RS normale, c'est quand même un peu dommage. En réalité, la force des Renault Sport, c'est leur châssis et à ce sujet, cette dernière de cordée ne déçoit pas. Et c'est vrai que cette Mégane RS, comme toutes les Mégane RS d'ailleurs, est remarquable d'efficacité et ça, c'est dû à 3 éléments. Bon, le premier, c'est son châssis, on le dit, on le répète, Renault Sport, c'est vraiment faire des châssis incroyables. Cette Mégane RS Ultime peut compter sur son train avant à pivot découplé qui permet de faire passer les 300 chevaux sans trop de ruade. Il y en a un petit peu au démarrage, mais c'est extrêmement bien maîtrisé. Et elle peut aussi compter sur le système Fort Control, ce sont les 4 roues directrices. Deuxième point, ce sont ses pneus. Ce sont des Bridgestone Potenza S007. Ce sont des semi-slicks qui collent littéralement la Mégane RS au bitume pour le peu qu'il soit un peu chaud et surtout que la route soit sèche. Attention, les semi-slicks sur le mouillé, ça peut être piégeux. Troisième point, c'est sa boîte. Alors je sais, vous, derrière votre écran, vous préférez sans doute les boîtes mécaniques et moi aussi, j'ai une petite préférence bien sûr pour les boîtes manuelles. Mais celle-ci, cette boîte auto à double embrayage, le DC, est
vraiment efficace. Déjà, elle est très polyvalente. Mais dès qu'on passe sur le mode sport ou race, eh bien, elle se transforme totalement pour être beaucoup plus efficace, beaucoup plus rapide. Elle anticipe les besoins du pilote. D'ailleurs, on peut même tout simplement passer avec les commandes au volant. Ce sont des palettes qui sont un tout petit peu petites. On aurait aimé qu'elles descendent un peu plus bas car elles sont assez haut perché, mais elles sont solidaires de la colonne de direction. Moi, personnellement, j'adore ça. Bon, je pense qu'on s'en rendra davantage compte sur le circuit. Je vous propose d'y aller tout de suite. Voilà, sur le circuit de l'Ouest parisien à Dreux pour essayer cette Mégane RS Ultime. En tout cas, vraiment bien l'essayer. Déjà, on va passer tout de suite sur le mode race. Voilà, comme je vous le disais, ça améliore la réponse des gaz. On a aussi un échappement qui est plus sonore et surtout, on a l'ESP qui se déconnecte car cette Mégane RS, ça peut être une traction, eh bien, elle est capable, malgré tout, de glisser de l'arrière. Ça, c'est très sympa. Et c'est vrai qu'on le dit souvent, mais Renault Sport, c'est vraiment, du moins c'était vraiment des champions pour tout ce qui est dynamique avec des châssis aux petits oignons. Alors celle-ci, c'est spécial, elle a les roues arrière directrices fort contrôle, comme je vous le disais. Et dans les virages serrés, eh bien, elle a tendance à enrouler de l'arrière de manière assez artificielle, alors que les précédentes générations qui n'avaient pas le système fort contrôle, eh bien, avaient tendance à glisser tout simplement. Eh bien, ça change tout. C'est vrai qu'elle est efficace, mais c'est peut-être un peu moins sensationnel. En freinage, c'est toujours parfait, rien à redire. Allez, un regret quand même, on a toujours 300 chevaux. Alors évidemment 300 chevaux c'est pas mal, c'est même pas mal du tout. Mais pour cette dernière version, et moi j'aurais bien aimé quelques chevaux en plus. Ça aurait bien aidé surtout sur les relances en sortie de virage. Voilà, comme là vous voyez, j'ai beau être en secondes, ça met un petit peu de temps à se relancer. Allez, c'est du détail parce que cette Mégane RS, faut en profiter. Il n'y en aura plus et c'est quand même une sacrée machine à sensation, en tout cas sur circuit. Et alors? C'est bien, hein. C'est une Mégane RS, c'est un super outil, mais je suis quand même un peu déçu. Moi, j'aurais aimé un truc un peu plus radical, surtout pour une dernière Mégane RS. Ils auraient pu aller un peu plus loin et finalement, je me dis que si les Renault Sport doivent ressembler à ça maintenant, bah, si ça s'arrête, Bon, le gars. T'es dur là quand même. Hein. Ah ouais. Ils ont sorti des Méganes assez velues. Hein. Il y a eu la Trophy hier. La R26R. Ouais, mais justement, ça, c'est pas au niveau, quoi. Ouais. C'était avant. Après, comme on dit chez Le Quesnoy, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Et chez Renault Sport, bah, c'est pareil, il y a toujours eu du bon et du moins bon. Et ça, je m'en suis rendu compte en faisant un petit voyage dans le temps. Alors, rapide le voyage. Pour nous, simples mortels et non pilotes professionnels, Renault Sport côté voiture de série, ça commence à peu près par là. 1980. Il y a deux cadres de la régie, comme on l'appelle à l'époque, qui persuadent leur direction que ce serait pas mal de délurer un peu la R5, encore plus qu'elle ne l'est, et de lui donner encore un peu plus de chances de briller en compète. Donc ils persuadent leur direction en disant, mais tiens, on va prendre la R5 Alpine, qui existe déjà, et puis on va mettre un turbo à son moteur. Parce que le turbo, c'est ce qui fait gagner Renault en course. Non seulement ils mettent un turbo, mais en plus le moteur en lui-même, ils le mettent derrière là, en position centrale arrière, à la place de la banquette. Pour faire de cette petite R5 une propulsion. Un peu zinzin les mecs quand même. Au final, ça donne 160 chevaux pour moins d'une tonne. Ce sera pareil de la R5 Turbo à la R5 Turbo 2, comme celle-ci, qui est née un peu plus tard en 82 il me semble. Ce sera toujours la même puissance. Et pour autant, pas besoin d'ajouter Renault Sport au nom du modèle. Parce que Renault, à l'époque, a déjà une image un peu plus sportive qu'elle ne l'est aujourd'hui. Renault, il gagne des grands prix de F1, les 24 heures du Mans, des rallyes. Donc c'est pas la peine d'en rajouter. Alors esthétiquement, le résultat est imparable. Moi, je trouve ça génial là d'avoir les grosses ailes dans les rétroviseurs, d'être seulement à deux dans la voiture. C'est quand même, dans une R5, c'est vraiment très exclusif. Après, mécaniquement, c'est quand même plus discutable. Parce que voilà, faut donner un peu de sa personne. Il y a l'effet turbo surtout, hein, et 160 chevaux, petite propulsion comme ça avec un empattement aussi court, bah, ça donne un équilibre
un peu spécial, avec un arrière un petit peu caractériel, et puis un moteur voilà, qui marche qu'au-delà de 3500 tours. Et encore, ça marche à condition d'avoir passé déjà un certain temps la pédale au plancher, parce que ça prend du temps pour que le turbo se mette vraiment à souffler dans le moteur. Mais c'est vrai qu'au-dessus de 3005, bah voilà, là ça donne pas mal, et ça marche, Mais bon, voilà, on est quand même plus proche de la bête de course un peu revêche que de la sportive populaire. Une petite douzaine d'années plus tard, la plus petite des Renault sportives n'est plus une R5, mais une Clio. En revanche, toujours pas d'appellation Renault Sport. Ici, on a une Williams. D'ailleurs, on remarque la montée en puissance des services marketing aux idées brillantes, utiliser le nom d'une écurie de F1 sur une voiture dédiée à l'homologation rallye. C'est du génie. Parce que l'objectif ici, c'est de faire rentrer sous le capot le plus gros moteur possible de la catégorie, un 2 litres. Alors Renault reprend le 1800 de la Clio 16S pour en majorer la cylindrée, lui ajoute un vilebrequin de Clio diesel pour le fiabiliser, tout en obtenant 10 chevaux de plus, soit 150 chevaux. Miam. Sauf que finalement, côté sensation, c'est pas le jour et la nuit avec la 16S, vraiment rageuse. En fait, l'émotion est un peu sacrifiée sur l'autel des contraintes d'homologation. Ça reste en revanche un très très bel objet. Ce bleu là, bleu sport, code 449 pour les puristes, et ces jantes dorées de chez Speedline, ça reste vraiment à tomber par terre. Ici, c'est un peu l'inverse. Le look va pas forcément avec tout, mais c'est en revanche la vitrine d'un savoir-faire incroyable de la part de Renault. Julien disait rester un peu sur sa faim avec la RS Ultime, mais franchement, je le comprends parce que une voiture qui vient après celle-ci, après la Trophy R, ben, on est forcément déçu. Quel délire quoi, une stricte 2 places avec un pack d'allègement qui faisait grimper le prix à 80 000 €, des jantes en carbone. Je me souviens qu'on avait fait un comparo avec une CLA 45 AMG. Une Renault contre une Mercedes. On s'était bien fait insulter. Mais là, on n'est pas là pour frimer, les gars. On n'est pas là pour frimer à la terrasse du café. On est là pour en découdre sur la piste. Et honnêtement, j'ai eu la chance de conduire des tractions de course, des tractions de WTCC, de TCR, de rallye. Et je vois pas grande différence avec cette RS Trophy R. Alors oui, c'est un chouille pointu, c'est un brin exigeant. Mais une fois qu'on a compris comment ça fonctionne, c'est juste un pur bonheur. Faut vraiment avoir conduit ça au moins une fois dans sa vie. Mais régulièrement, c'est vrai que Renault Sport a connu des moments d'égarement, comme cette Clio 4 RS. Là encore, c'est un peu le même syndrome qu'avec la Mégane RS Ultime. Après une Clio 3 RS, un poil exigeante mais vraiment gratifiante, avec un moteur atmosphérique qui marche que dans les tours et une bonne vieille boîte méca, on se retrouve ici avec un moteur turbo moins expressif, pas plus puissant, et double peine un peu, une boîte robotisée, un peu timoré qui aseptise un peu le tout. Heureusement, Renault se reprendra assez vite avec une RS Trophy, comme celle-ci, plus puissante, 220 chevaux et à la boîte d'essai vraiment revisitée. Mais le mal est fait, ce sera la dernière des Clio RS et ce sera un départ donc sur une note mitigée. Dommage, parce que Renault était à ça de nous sortir une RS16 avec le moteur de la Mégane RS Trophy R de l'époque. Allez, qui aime bien, châtie bien. Pour moi, Renault Sport, c'est ça. C'est la première Mégane RS. Enfin, la deuxième Mégane, mais la première Mégane RS. Enfin, vous m'avez suivi. C'est rien de très compliqué. C'est un bon vieux 2 litres turbo. Je dis bon vieux parce que les racines du F4R remontent un peu à l'Antiquité grecque. 2 roues motrices, une boîte méca et basta. Tout le reste, c'est de la mise au point. Alors oui, ici, sur cette génération, il y a quand même déjà un train avant à pivot découplé pour éviter de tirer des bords à l'accélération. Mais sinon, c'est juste le travail de Renault Sport pour rendre le compact, mais génial à conduire. Et puis sur cette génération de Mégane RS, les versions spéciales sont vraiment, spéciales. Voilà. Alors je parle pas de la Mégane RS diesel, hein, non, je parle pas de ça. Je parle des R26R, mais sans aller jusqu'à cet extrême dont je garde un souvenir ému, rien que cette R26 avec son châssis cup et son différentiel autobloquant, mais c'était déjà mais le top. Allez, rangez-moi ces 4 roues motrices et ces modes drift là, que c'est pas moi qui paie les pneus. Ça sert à rien. Voilà, quelque chose de très simple, mais de bien développé, c'est aussi bien, voire mieux.
Et pour moi, une Mégane RS, c'est ça, c'est un rapport accessibilité, tarif, fiabilité, performance, praticité. Une vraie GTI, quoi. Vraie GTI. Voilà, Renault Sport, c'est ça. Enfin, pour moi, simple mortel et non pas pilote professionnel. Bon voilà, Renault Sport, c'était bien, mais il faut pas non plus en garder une image trop romantique. Après, ce qui m'embête vraiment, c'est que ça fait une marque en moins pour ceux qui souhaitaient s'offrir une sportive plus ou moins abordable. Ouais, c'était pas mal pour les jeunes. Par exemple. D'autant que désormais, dans le groupe Renault, tout ce qui sera sportif sera chez Alpine. Et très bientôt, les Alpines seront toutes électriques, donc plus chères, plus lourdes, et il n'y aura plus de bruit. Ah, mais dans la moto, tu as Harley Davidson, 120 ans d'histoire, gros V-Twin, ils ont sorti une moto électrique, la Livewire. Elle est juste là. Les puristes, ça a dû un peu les saouler quand même. Un petit peu. Harley Davidson, c'est la marque américaine par excellence. 120 ans d'histoire, la firme de Milwaukee a fait rêver tout le monde avec ses V-Twin. Et quoi de mieux pour fêter ses 120 ans que des nouveaux modèles comme les CVO ou encore ce fameux Club Style à Lowrider ST. Avec Julien, on a décidé de fêter ça, et je ne sais pas... Ah mais je t'ai pas entendu arriver. Qu'est-ce que tu fais là? Livewire. Non, on avait dit Harley Davidson. Harley Davidson. La Livewire, c'est une Harley Davidson. Pourquoi t'es dépité? Je suis dépité parce que la marque a 120 ans. Elle a eu je sais pas combien de V-Twin, 9 pour être exact, 8, enfin ça dépend si on joue sur les mots ou pas. Les évolutions mécaniques, certes un peu rustres, mais c'est ça qui fait la magie de cette marque. Les vibrations, le côté voyage, la moto brute de décoffrage, le caractère quoi. Et ben moi je trouve que c'est ce qui est génial avec le concept de Livewire, c'est que la marque à laquelle tu t'attends le moins de faire de l'électrique a décidé de se lancer et de faire une proposition et de faire une moto. Ils l'ont lancé la Livewire en 2019, c'est devenu en 2023 la Livewire One, une marque à part, mais toujours sous la propriété de Harley Davidson, et ils ont fait ça bien. C'est ça l'avenir de la moto pour toi? Non, ça c'est mort. Forcément, avec l'électrique, le premier ressenti, c'est ça. Et oui, car la Livewire accélère tellement fort que la GoPro, elle n'arrive pas à tenir debout. Alors, je vous rassure, il y a des modes de conduite personnalisables qui vont vous permettre d'adapter le caractère de la moto comme vous le souhaitez. Mais bon, ça arrache quand même. Et la deuxième chose, c'est le silence. Et là, comparé à une Harley Davidson avec un gros V-Twin, il se passe pas grand-chose. Alors du coup, on prête attention aux petits bruits, à l'air, au bruit des plaquettes de frein quand on freine, à la transmission qui travaille. Mais cette Livewire, elle a une grande qualité, c'est qu'elle a une bonne partie six, ce qui fait que dans les virages, elle s'amène comme un vrai bon roadster bien rigide. Alors oui, la moto fait 255 kg et ça se ressent, mais elle est bien équilibrée et il faut juste s'habituer à une répartition des masses différente du thermique. Elle est très joueuse, c'est très fun, et c'est là où en fait elle se rapproche d'une Harley Davidson classique, c'est que ça reste une moto à sensation. Mais des sensations différentes. Et c'est ça qui est peut-être un peu frustrant, c'est qu'elle a plein de qualités cette moto, mais on peut pas vraiment l'emmener loin de la ville. Et moi je t'emmène sur la Lowrider ST et tu vas voir, c'est beaucoup plus rock'n'roll. La première chose qu'il faut savoir quand on est sur une machine de Milwaukee, c'est que dès qu'on démarre, on a des sensations. Exemple. Voilà, ça chante. On passe à la première, ça claque, et après on fait chanter les 117 cubic inch du V-Twin. Voilà, ça tracte tout de suite. On est sur du gros moteur, un gros moulin qui fait 160 Nm de couple, des 3000 tours minute, et dès qu'on accélère, ça chante, ça tracte, ça vit quoi. Ce qui est vraiment sympa sur cette machine, c'est qu'on est bien installé, avec des suspensions qui sont assez fermes, surtout à l'arrière, et une fonction inversée à l'avant qui permet d'avoir un comportement dynamique vraiment sympa. En de l'angle, la moto est joueuse, elle paraît presque légère et pourtant elle pèse plus de 300 kg, ce qui n'est pas rien. On peut autant cruiser que rouler fort, la moto en caisse, mais sur une moto qui donne un petit coup de jeune à Harley Davidson, ça fait du bien. Et mine de rien, ces gros moteurs culbutés,
Ils ont toujours de l'avenir dans la marque. Ils évoluent en fonction des normes. Pourquoi s'en passer? Ce qu'on peut dire, c'est que Harley-Davidson a toujours été dans l'évolution, même si ça ne se voyait pas. 120 ans d'histoire, énormément d'évolution technique, et puis sur les dernières années, beaucoup d'esthétique. Il marque un point là quand même avec la LiveWire. C'est peut-être ça finalement la solution. Quand on voit les constructeurs auto qui veulent s'acharner à faire que d'électrique, ils vont peut-être s'y perdre. Harley-Davidson, en bon américain, fait les choses de manière pragmatique et laisse quand même parler le cœur. Donc du coup, on a de l'électrique et du gros V-twin qui arrive à respecter les normes. Je pense que ouais, c'est peut-être ça le pari gagnant en fait. Tout le monde pense que c'est une marque de vieux, mais en fait, ils sont super forts en technologie de pointe, quoi. Bon, en tout cas, je pense que le sujet est terminé. Je pense qu'on a tout dit de toute façon. Donc tu vas reprendre ton aspirateur là, hein, Moi, je t'abandonne. et tu vas faire la course avec ta copine. Bonjour. Attendez, j'arrive. Bon alors Yoann, thermique ou électrique? Ouais. Faut choisir, thermique ou électrique. Si tu me laisses pas le choix, je te dirais que c'est vachement bien. Mais je reste quand même sur les gros V-twin. C'est un peu le problème, tu vois, chez Alpine, désormais il y aura que des voitures électriques. Mais on peut quand même espérer que ça reste fun. Attendez avant de juger, je suis allé fouiner chez eux pour savoir à quelle sauce ils vont nous manger et ça peut avoir un peu de quiche encore. À l'avenir, Alpine est condamné à la rentabilité. Mais c'est vrai, c'est pas toujours quand on essaie de faire de l'argent qu'on produit les voitures les plus fun. Donc, inévitablement, le futur de la marque normande passe par l'arrivée d'un modèle rentable. Ce sera un SUV électrique qui sera présenté dès l'année prochaine, en 2024. Un SUV assez compact, 4,50 m de long environ, et qui, a priori, devrait s'appeler A390 ou A490. Ce n'est pas tout puisque l'A110 devrait quant à elle être remplacée en 2026, puis déclinée en cabriolet. Un coupé 4 places est également au programme, ainsi que 2 autres SUV plus imposants. Toutefois, la prochaine Alpine qui devrait débarquer dans les concessions, c'est elle, et on devrait quand même pas s'ennuyer. Donc c'est la 290 Beta, une cousine germaine de la Renault 5, donc 100% électrique, qu'on devrait voir débarquer dans les concessions à la rentrée 2024. Mais pas exactement sous cette forme. Si on devrait donc conserver les 4 projecteurs comme ça, il y a des choses qui vont changer. Le pare-brise qui descend aussi bas, par exemple, devrait disparaître. L'aileron sera moins incliné, les rétroviseurs aussi seront remplacés par des modèles plus conventionnels et même les poignées de porte, là qui sont très reculées, devraient être déplacées. C'est d'ailleurs une citadine électrique donc qui devrait compter 5 portes. Alors ça non plus, ça devrait pas rester évidemment une place centrale pour conduire, ça fait rêver, mais au quotidien, je suis pas sûr que ce soit très pratique. En revanche, ce qu'on sait déjà, c'est que c'est un modèle qui est produit sur la plateforme CMF-B EV, donc 100% électrique. Sous le capot, on a un moteur de Renault Megane E-Tech, donc l'équivalent de 220 chevaux et une batterie de 52 kWh de capacité. Autre détail intéressant, c'est une voiture qui sera produite en France. Alors, non pas à Dieppe chez Alpine, mais à Douai chez Renault. Et ça fera une grosse différence, là encore, avec l'une de ses prochaines rivales, la Mini Cooper SE, qui vient d'être présentée, mais qui, elle, sera fabriquée en Chine. Reste une question qui nous turlupine. Lorsqu'elles seront devenues électriques, les Alpines seront-elles toujours des voitures réjouissantes? On a demandé leur avis à quelques personnes. La question, c'est de se dire comment est-ce que l'électrique pourra se développer pour permettre à Alpine de devenir sympa à conduire, légère. Je pense qu'on va devoir bouger et faire bouger notre idée du fun et ce côté sportif, faire peut-être quelques compromis avec pour prendre du plaisir un petit peu autrement. Pour en avoir déjà essayé une, c'est vrai que c'est une voiture assez légère, contrairement aux modèles électriques aujourd'hui qui sont quand même assez lourds, notamment avec les batteries. Peut-être qu'Alpine peut sortir son épingle du jeu justement en essayant d'alléger au maximum ses voitures pour pouvoir donner envie aux gens de passer sur l'électrique. Pour avoir testé un peu voiture électrique, Tesla en l'occurrence,
Je trouve que c'est bien amusant le fait d'avoir toute la puissance dès le départ. Je pense que ça pourrait être bien marrant de pouvoir tester ça dessus. Je roule en électrique, hein. Je conduis une Tesla, donc c'est très puissant déjà. Je pense que là, en étant nettement plus léger encore, on doit pouvoir s'amuser comme on veut. J'ai également abordé le sujet avec Christophe Bourou, la voix de RTL, pour tout ce qui concerne l'automobile. La question qu'on se pose tous, c'est est-ce qu'une voiture électrique pourrait être aussi mobile, aussi réjouissante que l'est actuellement une... Alors aujourd'hui non, clairement non, et c'est là où le problème se pose, surtout que le poids des batteries n'est pas négligeable, donc l'agilité sera beaucoup plus compliquée. C'est pas tant passer à l'électrification, passer à l'électrique, c'est le nombre de modèles qu'ils vont proposer. C'est-à-dire que d'ici à 2030, on nous annonce pas moins de 7 modèles, ou même avant, enfin c'est-à-dire 7 modèles, c'est-à-dire qu'ils vont multiplier les Alpines, on va avoir toutes les sauces, hein, on va avoir un SUV, un crossover, on va couper, enfin tout va être imaginable. On sent qu'il y a plus une volonté d'être rentable que d'être attrayant. Et j'espère qu'on aura toujours du thermique, parce que franchement, une Alpine thermique, c'est un vrai bonheur. Enfin moi je suis fan, hein, donc voilà. Et pour clore ici un chocard, donc c'est l'hypercar qui devrait courir pour Alpine aux prochaines 24 heures du Mans. Alors esthétiquement, il n'y a peut-être pas grand-chose à en tirer, si ce n'est cette signature lumineuse là qui laisse entrevoir l'avenir esthétique des prochaines Alpines, donc 100% électrique. Eh ben non, même ça on n'en est plus tout à fait sûr puisque la marque envisage encore la production de moteurs thermiques, notamment grâce à l'utilisation de carburant synthétique. En résumé, même à l'avenir, des Alpines thermiques, c'est pas complètement utopique. Bon alors les gars, la fin de Renault Sport, c'est plutôt une bonne ou une mauvaise nouvelle d'après vous? Moi je vais me lancer, vous n'allez pas être d'accord je pense, mais je dirais que c'est presque une bonne nouvelle. Tant Renault Sport, c'était mieux avant, hein, on l'a vu dans ton sujet Romain, et tant cette version ultime, pour une dernière Mégane RS, elle m'a un petit peu laissé sur ma faim. Ouais. Non, bah en effet, pas d'accord. Pour moi, c'est une mauvaise nouvelle, mais c'est le sens de l'histoire et on n'est pas à l'abri de revoir le badge RS à l'avenir sur d'autres modèles, même s'ils sont 100% électriques. Ouais, super beau comeback façon Gordon. Ouais, mais il y a de meilleurs exemples. Bon, toi, Johan, on ne te demande pas ton avis. De toute façon, si c'est à 4 roues, tu t'en fous complètement. Et toi, Romain? Et moi, je ne crois que ce que je vois. D'accord, donc on est d'accord pour dire qu'on ne sera pas d'accord. C'est probable. Je pense que ça va revenir assez souvent, le fait qu'on soit pas d'accord. D'ailleurs, si vous voulez nous retrouver, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et pensez bien à mettre la petite clochette pour les notifications, car on va revenir. Enfin, si on trouve un sponsor. Si on trouve un sponsor. Non, c'est mort. Il paraît que Villebrequin les a tous. Mais par contre, tu peux pas passer devant. Non mais faut décoller les mains après. Ok. Mais finalement, côté saussation. Ah, pardon Cécile.